Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va démarrer avec des entrepreneurs qui veulent se mobiliser pour les étudiants et notamment pour les stages étudiants. C'est un sacré enjeu qui se joue là maintenant. Donc il faut vraiment en parler, on va en parler ensemble. C'est parti. On démarre donc avec Jean-Claude Puerto, le fondateur de UCAR. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. Donc loueur de voitures, mais en l'occurrence président de l'association des anciens élèves de l'INSEC avec 2 E au milieu. J'ai regardé 16 grandes écoles et écoles spécialisées, c'est ça l'INSEC? Oui, on a presque 100 000 anciens. C'est une vieille école. Moi j'ai été il y a très longtemps. Gestion, business, commerce, oui, c'est une école de commerce avec des masters. Et donc l'idée, toi, ton souci, ton sujet aujourd'hui, c'est mobilisation pour les stages étudiants. J'ai publié une tribune dans La Croix au mois de mai 2020 parce que ce soit en tant que patron, où j'ai bien vu à ce moment-là que ce rendez-vous qu'on avait toutes les entreprises au mois de septembre pour accueillir des nouveaux étudiants, il allait poser problème. Ouais, on n'était plus à essayer de sauver nos boîtes et à mettre les gens en chômage partiel qu'à accueillir les jeunes. Donc on savait bien, là, tu vois, en tant que patron, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Évidemment, je n'étais pas le seul. Hein. Et en tant que président des anciens, ça a commencé par la fermeture des frontières. Tous ces gamins qui avaient des stages à l'étranger, prévus, et qui, à un moment donné, se sont retrouvés à devoir rester en France à chercher des stages en catastrophe. C'est vrai. Et là, si tu veux, on a vu le désarroi, parfois la détresse de ces gamins, à qui il a fallu trouver des stages en urgence, en se disant, attention, là c'est le début. C'est le début, parce que derrière, ils vont avoir des problèmes d'emploi. Et donc, j'ai fait un appel à la... J'ai presque envie de dire, Jean-Claude, et je pense que tu le penses de la même façon, les problèmes d'emploi juste derrière sont presque moins graves. C'est-à-dire, le stage, comme je le disais, c'est la validation d'un cursus à un moment. C'est là que c'est quand même très chaud, quoi. Si tu veux, c'est les deux. C'est la validation d'un cursus et le premier pas dans la vie du travail. On est d'accord. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, si tu veux, j'avais fait un appel à la solidarité en disant, il faut s'en occuper maintenant. Et on voit bien que quelques mois après, presque un an après... C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il faut remettre le couvert. C'est-à-dire que personne n'imaginait, quand tu l'as écrite, que un an après, le problème se poserait à nouveau. Et là, on est en mai 2021. Enfin, on approche de mai 2021. Ouais. Non, le problème, si tu veux, pour moi, ce désarroi, cette détresse des jeunes, on la retrouve à 3 niveaux assez distincts qui sont interpénétrés, qui se potentialisent. Alors, vas-y. Un problème économique. Hein, si tu veux, ils avaient planifié, ils avaient budgété leur entrée dans la vie du travail. Ouais. Sauf que le problème, c'est que la vie du travail, leur premier salaire, il prend du retard. Donc il y a un problème économique à régler. Il y a un problème professionnel. C'est le problème du stage que tu as évoqué. Il faut absolument que les jeunes ne restent pas chez eux à tourner en rond dans leur appartement. Donc, si tu veux, le stage, comme le premier emploi, ce sont les fondations de la carrière d'un jeune. Il va s'appuyer là-dessus, ça va être ses premières références, ça va le lancer dans la vie. Il n'est pas question de rater ça. Or, nous, si tu veux, on sait qu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais le gamin qui arrive dans le monde du travail pour son premier emploi, lui... Il n'en aura qu'un seul premier emploi. Oui, mais enfin, il est conscient quand même aussi que c'est particulier quand même. Mais y compris certains d'entre eux accueillis à distance, accueillis à travers Zoom, enfin voilà quoi. Ils sont en souffrance. Ouais. Ils sont en souffrance. Et je crois que... Je redis, il ne faut pas qu'ils restent à la maison. Il ne faut absolument pas qu'ils restent à la maison. Et je crois que se pose la question du statut de l'étudiant Covid. Tu vois, s'il faut... augmenter la taille de la période d'étudiant, tu vois, s'il faut faire un an de statut d'étudiant en plus pour qu'ils puissent avoir accès au stage, et donc rentrer dans l'entreprise. Parce que tu mets le doigt sur, alors il faut le préciser là-dessus, tu mets le doigt effectivement sur un sujet compliqué, qui est qu'à un moment, fin d'études, pas encore en emploi, zéro statut, voilà, ils ne sont nulle part en fait, l'ensemble de ces gamins. Exact. Voilà. C'est 700 000 personnes une cohorte, chaque année. Ouais, c'est 700 000 personnes. Et donc il est... Tant pis si on ne trouve pas d'emploi. Moi, je ne peux pas dire que nos entreprises sont encore capables, celles qui sont vraiment impactées par le Covid, ne sont pas capables aujourd'hui de recréer de l'emploi de jeunes. Mais
elles sont capables de créer des stages pour prendre des étudiants, pas le laisser sur la touche. Si tu veux, je crois qu'il y a une sorte de spontanéité, quelle que soit sa responsabilité dans l'entreprise, pour dire, allez, chef, il faut créer un stage. J'ai besoin de créer un stage. Et il faut cette mobilisation. Tu as été écouté ? Ah oui. Enfin, en tous les cas, sur les entreprises dans lesquelles sont des anciens de l'INSEC, j'ai été écouté, bien sûr. On a créé énormément de stages. Je dirais que c'est à notre main. Si tu veux créer un emploi, faut pas se rêver, c'est pas à la main de tout le monde. Créer un stage, je pense que c'est à la main plus facile. C'est à la main de tout le monde. Ouais. Mais alors, tu insistais aussi sur le fait que les écoles devaient assumer leurs responsabilités. Écoute, le secteur éducatif, c'est un secteur qui souvent est dans un système associatif, qui n'a pas vocation à gagner de l'argent, qui souvent gagne quand même beaucoup. Et il me semble que s'il y a un moment où il faut mettre la main à la poche, les aider, peut-être en abaissant les frais de scolarité, c'est maintenant. Et je suis pas très très content de voir la manière dont non, c'est géré. là t'as pas écouté là, pour le coup. Là j'ai l'impression. Ouais, mais alors, enfin, je veux prendre un peu leur défense, c'est-à-dire que eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation qui était une situation très 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 compliquée. Enfin, eux-mêmes, ils ont des business à faire tourner d'une certaine manière. Oui, mais il y a différents statuts dans ce domaine-là de l'éducation. De l'éducation supérieure, il y a des statuts commerciaux. Ouais. Et puis il y a des statuts associatifs. Ouais. Et dans ces statuts associatifs, tu as bénéficié d'avantages fiscaux, tu ne payes pas de TVA, tu ne payes pas d'impôts. Donc, il ne faut quand même pas se comporter comme si c'était une entreprise purement capitaliste. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit problème. Il y a eu, alors il est retombé ce débat, malheureusement. Moi, je dois avouer que j'étais à front renversé là-dessus. Plutôt libéraux, plutôt méfiants sur la dépense publique. Mais il y a eu un débat à un moment sur le RSA jeune. Et sur, alors même des initiatives très intéressantes, je me souviens d'une lancée par Stanislas Guérini, qui est le patron de La République En Marche, un prêt de 10 000 euros pour chaque jeune, taux zéro, qu'il ne rembourse que s'il trouve du travail d'ailleurs. Enfin, c'était un dispositif assez bien fait. Tout est retombé là, ça y est, on n'en parle plus malheureusement. Comment est-ce que tu te positionnes là-dessus ? Plusieurs banquiers, je trouve, si tu veux, que un peu comme pour les entreprises et le PGE, on est devant un problème de financement de cette période. Ouais. Que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un gamin qui va trouver du boulot. Ouais. Il faut assurer ce financement. Bon, moi je suis pas très subvention. Je suis pas très aide à fond perdu. Hein. Par contre, un crédit remboursable à taux très 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 bas. Tant mieux si c'est zéro, en tous les cas sans gagner d'argent. Hein. Sur une durée longue. Je crois que ça, c'est la taxe Covid qu'on est tous prêts à avaler. Tu vois, qu'on soit entreprise, qu'on soit particulier. Si un gamin rembourse 50 € par mois pendant les 10 ans qui viennent, Pardon Jean-Claude, mais je trouve ça profondément injuste. Dis-moi. Mais l'ensemble des salariés de ce pays, enfin en tout cas, on va dire les 4 derniers déciles, voilà, quand même, ont, sans doute sans le vouloir, épargné des sommes considérables. On va arriver avec sans doute 200 milliards d'euros non consommés. C'est pas de l'épargne, on est tous d'accord, c'est non consommé. Et face à ça, tu as peut-être un petit million de gamins, 1,5 million, 2 millions, qui sont dans la situation que tu as très bien décrite. Faire un emprunt et leur faire peser sur leurs épaules des dettes supplémentaires alors qu'ils démarrent, simplement parce qu'ils sont les victimes d'une situation dont ils ne sont absolument pas responsables, mais comme toi, comme moi, comme personne, je trouve ça profondément injuste. Oui, on n'est pas en opposition. Je suis d'accord, et ça pourrait être, tu pourrais avoir un système de parrainage sur les emprunts de jeunes. Intéressant. Tu vois, et il pourrait y avoir, tu vas chercher un parrain, tu dis, moi je parraine un gamin sur 5 000 €, 10 000 €, ou des parties de parrainage. Ça pourrait être bien. Après, peut-être des sujets de déductibilité, mais je crois qu'il faut rester dans cette bienveillance, dans cette solidarité, dans cette spontanéité intergénérationnelle. Donc en tous les cas, si tu veux, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, il faut trouver des solutions. Oui, voilà, parce que la détresse, elle est là tout de suite. Exactement. Hein, et les vraies victimes, ce sont eux. Et les vraies victimes, ce sont eux. On est parfaitement d'accord. Et alors, tu peux d'autant plus le dire que tu es dans un secteur qui s'est pris la vague en pleine face, la location de voitures. Juste un point, on va pas, et je te réinviterai d'ailleurs, mais tu avais déjà décrit comment tu avais affronté cette vague après la fin du premier confinement. Là, tu as une inquiétude sur justement les remboursements du PGE. Aujourd'hui, c'est ça ton sujet. C'est un point de vue. Globalement, tu as 6 ans, c'est ça, Jean-Claude, pour le rembourser, le PGE. Mais 6 ans, quand tu as emprunté, quand tu as 25%, et je ne parle pas spécialement pour le CAR, mais pour ces franchisés, pour toutes les entreprises de bonne qualité qui doivent sortir de la crise, résister de la crise, pouvoir continuer à investir, c'est quand même 5%.
5%, 25 divisé par 6, 4 et des brouettes pour cent. C'est quoi? C'est pas ce qu'elle gagne souvent. C'est pas ce qu'elle gagne. Ça veut dire que la totalité des résultats... Alors attends, parce que tu m'apportes une info que j'avais pas. Si tu portes ton remboursement à 6 ans, c'est à 4% par an le taux d'intérêt? Non, mais si je dis qu'elles ont emprunté 25%, de leur chiffre d'affaires. D'accord. Ça veut dire qu'elles vont devoir rembourser chaque année 5% de leur chiffre d'affaires. Mais non, parce qu'elles vont faire de la croissance. Mais c'est parce qu'elles gagnent. Peut-être elles feront de la croissance. Je trouve que c'est une durée trop courte. Je pense que 10 ans serait une durée plus raisonnable pour sauver les entreprises de qualité. Je parle pas des... Et sans doute, ça ne coûterait rien à personne. Ça ne coûterait rien à personne. Et je pense qu'il faudrait l'annoncer très rapidement pour que les gens passent à autre chose, pour que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs se remettent au boulot, se remettent à penser positif. Parce que tes franchisés, là, c'est un souci pour eux. Ouais, si tu veux, ça fait le troisième, là, tu vois, ça commence à être cher. Troisième confinement. Le troisième confinement. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Mais ils ont déjà la dette dans la tête, là. Mais bien sûr, si tu veux, il y en a qui n'arriveront pas à rembourser, il y en a qui devront sacrifier leurs investissements, voire le retour pour l'actionnaire. Non, ça va pas. Si tu veux, sur 10 ans, ils sont prêts à l'accepter. Sur 5 ans, 6 ans, ça ne passe pas. Je trouve que c'est pas raisonnable. Et comme tu le dis très bien, ça coûterait rien à personne. Jean-Claude Puerto, le fondateur d'Ucar, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, et d'ailleurs on change radicalement d'univers. Je ne sais pas si on pouvait plus changer d'univers en France que de passer du quartier de la Défense et du développement du quartier de la Défense à... C'est quoi d'ailleurs Marilène? Donc Marilène Guérard qui est avec nous, directrice générale de Centre France Pub. C'est quoi? C'est de Clermont-Ferrand jusqu'à Chartres-Orléans à peu près Chartres-Orléans, Le Puy au sud, Limoges... Voilà, c'est ça. Et Roanne à l'est. Vous avez l'Auvergne très large, etc. 1/5 du département, du pays, pardon. 1/5 du territoire français, oui, 13 départements. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle la fameuse, alors vous ne portez pas après, mais c'est la fameuse diagonale du vide aussi C'est l'empire du milieu, je dirais. C'est l'empire du milieu. Mais d'ailleurs, je regardais un peu votre territoire. Quand on tourne un peu la carte, c'est pas très très loin de faire la carte de la Chine. Vous l'avez remarqué vous-même? Oui, j'ai remarqué ça. Et voilà, en termes de forme. En termes de forme. Absolument. Non, mais 13 départements, une vingtaine de marques médias quand même, 500 journalistes dans le groupe Centre France, et Centre France Pub, qui est donc la régie publicitaire du groupe. Donc le bras armé commercial. Et vous avez, et puis en termes de grands titres de presse, alors je crois que c'est La Montagne qui est La Montagne, le cœur du truc. Quotidien centenaire et Nouvelle République, la République du Centre à Orléans, la République du Centre à Orléans, le Berry Républicain à Bourges, le Journal du Centre à Nevers, le Populaire du Centre à Limoges, et puis des hebdomadaires comme Le Pays Rouennais, La Voix du Sancerrois, L'Éclaireur du Gâtinais. C'est dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous allez me dire oui, mais on se parle franchement, Marilène, est-ce qu'aujourd'hui mais alors c'est ça qui est intéressant, j'adore, hein, franchement, alors on le voit là. Ah, super. Ouais, c'est superbe. Merci. Ah non, mais vraiment. Merci. Pardon, je le dis avec un peu de... Mais ça pète, vraiment. Oui, c'est notre nouvelle... En fait, j'ai vu le truc. Et donc, alors, parce qu'il faudrait que je le décrive pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent en podcast, mais j'y arrive pas. Mais vous proclamez vraiment qu'une publicité nouvelle est arrivée pour l'ensemble de ces groupes du centre de la France. Mais juste, oui. Ce sont... des gens, alors, qui se battent, c'est des situations que j'ai connues, etc., mais qui gèrent en fait quand même une presse en attrition, ou alors il y a des pôles de développement et des endroits où vous vous dites, là, il y a de quoi construire une nouvelle croissance. Alors ça, c'est tout le sujet, en effet, parce que le bateau amiral, le vaisseau amiral, qui est le quotidien, les quotidiens qu'on vient de citer, comme La Montagne, Le Populaire, etc., évidemment, connaissent une attrition ou une érosion de leur diffusion, pas forcément de leurs audiences, et même pas du tout de leurs audiences, grâce aux écosystèmes digitaux qui sont à côté des titres papier. Mais surtout, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des poches entières de développement sur lesquelles nous travaillons, avec ce qu'on appelle la construction des verticales, c'est-à-dire des environnements thématiques, pour ne pas jargonner, des environnements thématiques. Là, on a le droit un peu. Bismart, c'est fait pour ça. Ah, on a le droit. Oui, on parle. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la renaissance, vraiment sans jeu de mots et sans en rajouter, la renaissance des marques médias locales très implantées localement passe par une segmentation
de leurs audiences et passent par un meilleur service aux lecteurs et aux annonceurs à travers une proposition éditoriale. Mais la segmentation de leurs audiences, elle est déjà géographique, la segmentation de leurs audiences est fortement géographique. Et elle devient thématique. Et elle devient thématique avec la construction de ces verticales, notamment sur les loisirs, sur l'immobilier, sur la formation, par exemple. Oui, mais si on prend les noms que vous avez cités, la montagne, la République du Centre, etc., chacune va avoir en son sein ses propres thématiques. Il ne va pas y avoir une spécialisation de la montagne sur une thématique particulière. Ce sont des thématiques qui intéressent tous les lecteurs, tous nos lecteurs au sens large, au sens groupe, sur l'ensemble du territoire des 13 départements, et que nous déclinons territoire par territoire, marque média par marque média. Mais les thématiques restent communes. Quand on travaille, si vous voulez, par exemple, un thématique qui va sortir cet été qui s'appelle Heure d'été, sur comment redécouvrir nos territoires en été, quand on ne peut pas aller à plus de 10 km de chez soi, par exemple. Oui, non, mais c'est très intéressant. Comment obtenir l'information servicielle, territoire par territoire, commune par commune. C'est vraiment ça qu'on retravaille et qui permet, je pense, à un certain nombre de lecteurs de redécouvrir les marques médias de la presse quotidienne régionale et hebdomadaire. Mais c'est le boulot du syndicat d'initiative, c'est le boulot de l'Office du tourisme, c'est le boulot de la région, Non, mais c'est bien sûr. Mais vous voulez, parce que c'est ça quand même, globalement, ce qui a fait la force de la presse en région, c'est le service, en fait. C'est les infos de service. C'est le service et c'est aujourd'hui un enjeu clé autour de la data, puisqu'il s'agit d'organiser les flux de data et ces flux de données que nous remettons en scène en les éditorialisant, ça va vous parler. On les éditorialise, mais on travaille avec les gens que vous venez de citer, les régions, les offices du tourisme, les départements, pour justement agréger cette data et en faire une histoire à raconter aux acteurs de notre territoire. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que cette diversification, finalement, puisqu'il s'agit bien de ça, se fait à la fois sur le print, sur le digital, sur les services qu'on peut proposer dans la vraie vie, des événements sur mesure, par exemple, lorsque le contexte le permet, et aussi, bien évidemment, beaucoup plus largement sur une proposition de service qui va prendre de la dimension à la fois pour les lecteurs et pour les annonceurs. Mais je voudrais je le dis à la régie, mais je voudrais qu'on la laisse l'image parce qu'elle me plaît, moi, voilà. Et puis, voilà. Mais alors, parce que quand même, il faut poser la question qui fâche. Est-ce que ça, là, ce cri, voilà. C'est un cri. C'est un cri. C'est exactement ça. C'est un cri que pousse un barbu moustachu, d'ailleurs. Il a les deux. C'est formidable. C'est vrai. Est-ce que ça colle avec les marques de presse dont on vient de parler? Moi, j'en parle avec un infini respect. J'ai fait mes études de journalisme il y a 40 ans. Enfin, pas tout à fait, mais on va dire il y a 35 ans. Voilà. Et on apprenait à travailler pour ces titres-là. Et bon, voilà. Vraiment, on les respectait profondément. Est-ce qu'aujourd'hui, ces marques ne portent pas quand même un peu le poids des ans et sont capables de porter une ambition qui Alors, sur le papier, comme ça, tel que vous venez de le décrire, ça ne colle pas. Ah. Ça ne colle pas. Sauf que, dans la réalité, notre offre aujourd'hui en tant que régie pub locale, c'est évidemment considérablement diversifié. Donc, bien sûr, nous monétisons les inventaires des éditeurs qu'on vient de citer, print, digital, mais surtout, on a quand même basculé beaucoup en se diversifiant pour être au plus près des besoins de nos clients en local. Et vous savez, les entreprises en local, enfin vous le savez encore mieux que moi, achètent du Facebook, enfin achètent des campagnes sur Facebook, achètent du Google Ads, achètent leur site internet, leur page web, ont besoin de le référencer. Donc notre catalogue d'offres s'est aussi diversifié sur ces sujets-là, ce qui nous amène finalement à décoller un tout petit peu de l'image, peut-être que vous avez des marques médias centenaires que nous représentons, sans pour autant les renier, mais au contraire, en capitalisant sur ce socle et en disant aux annonceurs que nous servons chaque jour, OK, nous savons faire un dispositif presse, nous savons vous conseiller sur le dispositif qui ira le mieux, print, digital, mais nous savons faire aussi autre chose et nous sommes capables d'animer vos réseaux sociaux, nous sommes capables de développer votre site e-commerce. D'où cette image, si vous voulez, qui se veut un peu électrochoc aussi dans la perception que Centre France Pub doit générer sur son marché. Donc oui, parce que je ne l'ai pas dit, alors pardon, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on jargonne, mais effectivement, vous êtes une régie, donc ça veut dire que vous ne créez pas la publicité, en revanche, vous conseillez sur quand la produire, où la produire, quelle cible viser, enfin voilà, tout ce qui ensuite va être le développement de l'impact de cette campagne. Voilà. Oui et non,
Parce que, pardon, je me permets, étant donné que nous travaillons en local, donc siège basé à Clermont-Ferrand, mais rayonnant sur 13 départements, les annonceurs dont on parle n'ont pas forcément les moyens d'avoir une agence créa. Donc, si vous voulez, pour 90% de nos annonceurs, nous fabriquons les pubs. Nous fabriquons les messages et au-delà de ça, on fabrique le support concret, print, digital, etc. Donc oui, bien sûr, notre réalité première, c'est d'être le bras armé commercial du groupe et de monétiser les inventaires. La phase numéro 2 de la transformation, c'est de proposer un catalogue d'offres beaucoup plus large qui passe par la diversification digitale, événementielle et bien sûr verticale dont je viens de parler. Et en plus de ça, de rester extrêmement moteur et pertinent sur les aspects créa, puisque les entreprises locales se tournent vers nous pour de la création de logos, par exemple, ou des créations d'identité de marque. Et je précise que le barbu qui crie, que vous semblez apprécier, a été créé en interne. Voilà, c'est une campagne et un nouveau logo, une nouvelle identité qui ont été créés en interne par les équipes graphiques de Centre France Pub. Alors, je crois que c'est vous j'ai adoré le terme activateur d'économie locale. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu, par exemple, les commerces qui se transforment doivent le faire savoir. C'est-à-dire, il y a des enjeux dans le rebond qu'on attend tous. C'est exactement ça. Il y a des enjeux dans le rebond et il y a un enjeu pour nous à être l'intermédiaire ou le catalyseur de ce rebond. C'est ça. L'activateur d'économie locale, c'est celui qui va participer à la mise en relation des acteurs du territoire, les institutionnels, les chambres consulaires, les entreprises, tous les partenaires, pour arriver à se fédérer et finalement à organiser la relance et le rebond. Mais ça va bien au-delà du contexte qui nous occupe aujourd'hui. Je pense qu'activateur d'économie locale, en réalité, c'est l'ADN de Centre France Pub sur son territoire. Oui, mais là où, pour terminer, Marie-Hélène, c'est qu'il y a un climat, là, en ce moment, je ne vais pas dire anti-pub, mais enfin pas très très loin quand même. C'est-à-dire des gens qui ont complètement perdu la notion que la publicité est indispensable à l'activité économique. Voilà, donc je voulais, avec vous et à travers vous, le rappeler, indispensable, et particulièrement, à la limite, en Ile-de-France, etc., avec des trafics très importants. Bon, pourquoi pas, vous pouvez peut-être faire redémarrer une chaîne avec des billboards sur les magasins, mais particulièrement en région. Oui, alors c'est d'autant plus vrai que, bien sûr, on va avoir besoin de carburant dans le moteur. Ouais, exactement. Ça, c'est certain. Mais si vous voulez, je crois quand même, et c'est ce qu'on cherche à dire à travers ce renouvellement d'identité, que ça ne pourra se faire qu'avec beaucoup plus de sens, du sens que nous y mettrons, nous, en tant que prestataires, mais bien sûr, les annonceurs aussi, c'est-à-dire communiquer, oui. Mais encore une fois, si c'est simplement pour qu'on se dise c'est quand même bien de faire un quart de page dans la PQR, c'est utile, vous touchez des audiences de masse, 35% de pénétration en moyenne, c'est bien, mais sincèrement, c'est loin de suffire. Ça suffit plus, ouais. Donc, je pense que nous remontions avec eux dans la chaîne de valeur, et c'est quand même mieux de s'asseoir à côté d'un annonceur pour réfléchir à sa stratégie commerciale, et marketing, construire toute une image de marque. Et donc, sa communication, bien sûr. C'est exactement là que nous souhaitons être. Confiance, expertise, solidité, proximité. Voilà votre slogan, on va terminer là-dessus. J'aime bien solidité. C'est beaucoup mieux que résilience. Mais non, mais partout, résilience, j'en peux plus de résilience. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah bah super. Je suis d'accord. Merci. Non, solidité, c'est Merci d'avoir remarqué. Voilà. Marie-Hélène Guérard, donc, la directrice générale de Centre France Pub, était notre invitée sur Bismart. Marie-Hélène Guérard, donc la directrice générale de Centre France Pub sur Sud Radio et sur Bismart. Et on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.